Voilà, Rosanna Weinberg est psychologue clinicienne. Elle est philosophe également. Et elle va nous parler aujourd'hui, au fond, du concept de rétablissement depuis le regard du philosophe, puisque Rosanna mène des recherches doctorales qu'elle termine prochainement sur le concept de rétablissement et sur le concept d'autonomie dans des perspectives plutôt wittgensteiniennes pour ceux qui connaissent ce philosophe. Alors, Rosanna, tu as 40 minutes plus ou moins, et puis on procédera aux questions, tant pour Madame Bouchard que pour ton exposé. Ça va? Donc je te laisse choisir. Oui, merci. Donc, entre la communauté, la prison et l'hôpital. Moi, je vais m'installer donc en chambre d'hôpital parce que, comme vous avez compris, mon intervention va concerner des personnes qui sont généralement passées par là, pas nécessairement par la cellule des prisons, et qui, une fois la crise passée, une fois sorties de l'hôpital, se trouvent confrontées à la tâche de se reconstruire et de construire une vie au sein de la société. C'est là, pour le dire de manière extrêmement condensée, le sens du rétablissement personnel qui va m'occuper. Et ce qui importe aussi, c'est qu'il se trouve confronté à cette tâche tout en manifestant certains symptômes. Les symptômes tendent donc, sur cette forme, à persister. Et en ce sens, le concept de rétablissement se distingue de celle de la guérison, comprise en un sens strictement médical, comme rémission de symptômes ou retour à un état antérieur de la maladie. Par contraste, le concept de rétablissement postule que la personne peut se rétablir en tant que telle, même si sa maladie n'est pas guérie. Or, si ces concepts de rétablissement tendent actuellement à occuper une place centrale dans l'organisation de la prise en charge des troubles mentaux sévères, ils posent néanmoins des questions particulières dans le cas de la schizophrénie. Car dans le cas de la schizophrénie, les symptômes qui ne sont pas guéris, qui tendent à persister, sont souvent compris comme impliquant une forme d'atteinte au fondement de la personne, de sa subjectivité, que ce soit dans les théories qui sont avancées en psychopathologie ou dans les discours des patients eux-mêmes. En effet, on observe aujourd'hui cette tension entre le rétablissement personnel et la souffrance subjective qu'implique la schizophrénie dans de nombreux témoignages personnels sur lesquels moi j'ai particulièrement travaillé. Et on peut en trouver un exemple dans un récit que je peux vous montrer d'une femme qui vit avec un diagnostic de schizophrénie depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Hélène Cécile Merck. Et elle écrit sa maladie comme ceci. Elle dit « Mes pensées sont toujours rapides et viennent dans un état de désordre total. Les voix se superposent de sorte qu'il est difficile d'entendre les pensées. Je sens que les pensées sont aspirées à l'arrière de ma tête, laissant seulement les voix qui parlent. Je sens que je ne suis jamais moi-même, car de quel moi s'agit-il? J'ai l'impression d'en avoir plusieurs, que mon moi est fragmenté. Chaque matin, au réveil, je dois assembler les pièces qui me constituent, comme un puzzle, pour atteindre une normalité apparente. Pourtant, ce n'est qu'une normalité apparente. Quelle que soit la qualité de ma vie extérieure, avec mes amis, mon travail, ma famille, il y a cette partie de moi, la schizophrénie, qui demande l'attention. Je ne me sens jamais bien à l'intérieur. J'ai l'impression que mon centre est instable et j'ai toujours eu ce sentiment de vide et de manque de sens. J'ai aussi ce sentiment d'isolement total et absolu à l'intérieur de moi-même.
Donc, manifestement, Hélène Cécile Lemorc décrit ici plusieurs symptômes caractéristiques de la schizophrénie, notamment la désorganisation et le retrait de la pensée, ainsi que des hallucinations auditives verbales. Dans les mêmes récits, elle explique aussi qu'il peut sentir que ses pensées ont perdu leur caractère privé, comme si elles appartenaient à un tout collectif qui lui disait ce qu'elle devrait faire et penser. Elle peut aussi avoir l'impression d'être dupliquée, comme si elle s'observait de l'extérieur d'elle-même, avec les voix qui les commandent de l'extérieur, commandent ce qu'elle est en train de faire. Tout cela s'inscrit dans la durée, sous le fond donc de sentiments persistants, de ne pas vraiment être soi-même, de ne pas être entière, d'être fragmenté. Du coup, il en découle pour cette autrice un certain scepticisme sur la perspective de rétablissement. Elle écrit qu'elle ne croit pas en ces mots. Et pourtant, ça ne peut être qu'au sens médical du terme, puisque ces doutes se mêlent en même temps avec une certaine quête vers des revendications identitaires. C'est en effet ainsi qu'elle conclut son récit. Elle écrit « Je ne crois pas au mot rétablissement, mais je crois à la coexistence », donc le rétablissement au sens médical, guérison. En anglais, il faut savoir que recovery peut être utilisé dans les deux sens, médical et personnel. Donc elle écrit « Je ne crois pas au mot rétablissement, mais je crois à la coexistence en conditions de vie. Je coexiste avec la schizophrénie et c'est une partie aussi importante de mon identité que ma relation avec le monde extérieur. Les deux mondes doivent collaborer pour que je sois moi, quel que soit c'est moi. » Donc, malgré les sentiments d'aliénation qui sont décrits dans le premier passage, il y a donc ici en même temps une certaine affirmation d'être quand même soi-même de quelque manière. En outre, cette affirmation s'affermit chez l'autrice dans un autre récit où elle insiste plus fortement sur cette indissociabilité entre la schizophrénie et son identité. Cependant, elle souligne aussi alors qu'il importe aussi que la schizophrénie n'est qu'une partie de ce qu'elle est et, à ce titre, subordonnée à ce qu'elle est in fine, à savoir une personne, ni malade, ni guérie, mais qui, comme tout le monde, doit faire face aux aléas de la vie. Elle écrit ceci. La plupart du temps, je me considère simplement comme une personne essayant à naviguer à travers la vie. Je ne considère pas la schizophrénie comme une maladie, mais plutôt comme une condition ou un état d'être. La schizophrénie ne se présente comme une maladie que quand elle absorbe tout mon être. Le reste du temps, je ne le considère pas comme une maladie, mais comme un état composé d'un tas de sous-éléments avec lesquels je dois composer. Ces faisant, cette autrice peut donc se présenter comme une personne avec schizophrénie. Et pourtant, cette présentation peut sembler entrer en tension avec la manière dont elle vit la schizophrénie et aussi dont on la décrit en psychopathologie. De ces derniers points de vue, dans les débats contemporains au sein de la santé mentale, on a notamment pu remarquer que cette tension résiderait en ce qu'on a tendance à mettre l'accent sur différentes dimensions de la constitution de soi lorsqu'il s'agit d'identifier la schizophrénie à un psychopathe et à une pathologie de soi, d'une part, et quand on dit qu'on peut se rétablir, d'autre part. Dans les premiers cas, ce sera plutôt le rapport à ses propres expériences et pensées qui sera en jeu, alors que dans le rétablissement, ce sera plutôt la question de la construction, de la cohérence, de la cohérence narrative de l'image qu'on s'est fait de soi. Cependant, il me semble que cette distinction ne suffit pas pour éclairer la question de savoir en quel sens on peut ou non être une personne
avec schizophrénie. En effet, si on se place sur un plan philosophique, c'est-à-dire des conceptions de sujets en jeu, aucune de ces dimensions ne suffisent, à mon sens, on ne parvient pas à donner une image complète du rapport à soi. Et c'est donc que j'aimerais essayer de vous montrer aujourd'hui. Pour ce faire, je vais procéder en 3 temps. Donc, dans un premier temps, qui sera le plus long, je vais introduire les concepts de rétablissement tels qu'il est théorisé par les auteurs qui les défendent et prétendent l'élever au rang du nouveau paradigme de la psychiatrie, afin de mobiliser les concepts de soi dégager les concepts de soi qu'ils mobilisent. Ensuite, je confronterai ces concepts à une des approches psychopathologiques contemporaines qui insiste particulièrement sur les perturbations de la subjectivité dans la schizophrénie, ce qui fera effectivement ressortir cette tension entre un soi expérientiel et un soi narratif. Et enfin, je vais conclure en soutenant que ces 2 dimensions sont insuffisantes précisément parce qu'elles échouent de rendre compte de l'implication active du sujet dans sa propre vie mentale et dans sa propre vie d'ailleurs. Le statut de la personne en tant qu'agent responsable reste ainsi un point aveugle de ces débats, ce qui a de quoi étonner dans la mesure où la question de l'autonomie et de la responsabilité est absolument centrale pour penser la schizophrénie et sa prise en charge. Donc, pour le montrer, je vais partir du paradigme de rétablissement et je vais... Je ne sais pas comment on fait pour revenir. Voilà, ok, pardon. Je vais juste afficher tous les plans de mon propos pour que je n'ai pas besoin de manipuler cette chose trop, parce qu'apparemment, je ne suis pas très douée. Donc, je vais partir du paradigme de rétablissement et ces paradigmes met effectivement les sujets en tant qu'agents au cœur de son dispositif, parce que l'enjeu de ces paradigmes est précisément de repenser la prise en charge afin de permettre aux individus atteints de maladies mentales sévères de mener une vie autonome et inclus dans la société, indépendamment ou en dépit donc de leurs symptômes. Il s'agit donc bien de rétablir la personne en tant qu'agent. Et pour cela, ces auteurs qui défendent ces paradigmes estiment qu'il sera nécessaire que la personne reconstruise son identité narrative afin d'intégrer la schizophrénie dans sa compréhension d'elle-même, mais en tant qu'un trait seulement parmi d'autres. Ce qui lui permettra de se voir elle-même comme une personne avec schizophrénie, et pas juste une schizophrène, et par là de commencer à assumer une plus grande responsabilité de sa vie. Et c'est donc là aussi que devrait être l'horizon de la prise en charge selon le paradigme de rétablissement. Et donc avant de voir cela plus en détail, je vais peut-être juste rappeler quelques éléments contextuels sur l'émergence de ces paradigmes pour comprendre pourquoi l'autonomie des patients est devenue un tel enjeu. En effet, si ces paradigmes de rétablissement élèvent l'autonomie au rang d'objectif ultime de la prise en charge, c'est parce qu'on espère par là pouvoir remédier aux espoirs déçus qui ont des espoirs déçus placés dans le processus de désinstitutionnalisation qui commence à se faire ressentir autour des années 70-80. Et ce qu'on constate alors, c'est en effet que même si on passe à une prise en charge en ambulatoire, même si les personnes passent moins de temps à l'hôpital, enfin, ils vivent plus de manière prolongée de toute façon, les hospitalisations de courte durée se multiplient et, entre-temps, les personnes vivent
marginalisés dans la société, ils sont dans la rue ou en prison, et ils sont exposés à la pauvreté, à la violence, ainsi qu'aux problèmes d'abus d'alcool, de drogue, etc. Et il suffit donc pas de faire en sorte que les gens passent moins de temps dans l'hôpital pour qu'ils aient une vie en société. Et c'est ça la prise en conscience qui va motiver la mise en place de paradigmes de rétablissement, si vous voulez. Et pourquoi est-ce qu'on en est venu là? Selon les défenseurs de paradigmes de rétablissement, c'est justement parce que si on est passé à une prise en charge désinstitutionnalisée sur le plan matériel, on n'a pas repensé les cadres conceptuels. Au contraire, la psychiatrie, ça a resté aux prises d'un modèle médical centré sur la diminution des symptômes ainsi que sur la durée d'hospitalisation, ce qui ne permet guère d'assurer à ces personnes de mener la vie qu'elles désirent en société. Et c'est donc pour répondre à ces défis que le paradigme de rétablissement s'introduit dans le champ de la santé mentale. Il commence à faire l'objet de beaucoup de débats, surtout aux années de 1990 et 2000, surtout dans le contexte anglo-saxon. Cependant, aujourd'hui, comme vous savez sans doute, il s'agit de quelque chose de bien plus généralisé. Donc, notamment, selon, il figure dans les recommandations générales de l'Organisation mondiale de la santé. Et comme il régule, ce concept de rétablissement régule aussi de nombreuses politiques nationales de la prise en charge des troubles mentaux sévères, y compris la Belgique. Donc, c'est quelque chose de très généralisé. Donc, moi, je ne pourrais pas parler de tout ça. Donc, pour ces questions, je vais me restreindre un peu et je vais articuler mon propos surtout autour des premières tentatives de clarification de ces concepts qui ont été proposés par l'équipe de psychologues américains Larry Davidson, dont le nom est indiqué sur les diapos, qui ont joué un rôle important pour implémenter ces concepts en psychiatrie et pour les diffuser ensuite sur le plan international. Et en effet, ces auteurs ils ont mis en place des arguments qui sont ensuite repris fréquemment pour justement présenter ces paradigmes de rétablissement comme une alternative supposément révolutionnaire à un ancien modèle dit médical. Par rapport à ces modèles médicaux, le paradigme de rétablissement va donc proposer un élargissement des focales de la maladie à la personne et son contexte de vie. Or, pour justifier ces changements de paradigme, encore faut-il savoir montrer que les personnes sont vraiment autonomes. Enfin, les personnes atteintes de maladies mentales sont vraiment autonomes. C'est que deux présupposés du modèle médical empêcheraient de voir. Ces deux présupposés sont les pessimismes pronostiques concernant la schizophrénie, soit la croyance que la schizophrénie connaîtra toujours une évolution nécessairement négative, d'une part, et d'autre part, la tendance à réduire la personne à sa maladie. Donc, pour commencer à faire une place conceptuelle pour l'idée suivant laquelle on peut être une personne avec schizophrénie, il faut dépasser ces deux présupposés. Et c'est ce que Davidson et ses collègues vont faire en insistant sur ce qu'il tient pour les deux sources principales de ces paradigmes, soit les études épidémiologiques sur l'évolution de la schizophrénie qui se sont multipliées au cours des années 60 et 80, et les mouvements militants de la même époque, des mouvements de ce qui s'appelait alors des expansions ou des survivants de la psychiatrie. Donc, je précise brièvement ces deux points. En effet, contre les pessimismes pronostiques, les études longitudinales sur l'évolution de la schizophrénie, on peut montrer que non seulement
certains patients connaissent une rémission complète de leurs symptômes, mais aussi et surtout, pour la plus grande part des patients dont les symptômes tendent à se stabiliser au bout de quelques années, il reste néanmoins possible de connaître une évolution positive. Pour dire cela, il a toutefois fallu modifier qu'est-ce qu'on entend par évolution. Et pour cause, une nouveauté de ces études qui ont été menées sur des très grandes cohortes, ceux de large échelle, ceux de durée longue. Une spécificité de ces études était d'élargir le spectre des variables examinées. Outre la manifestation des symptômes ainsi que le nombre et la durée d'hospitalisation, qui était surtout mesuré dans les études antérieures, on a également commencé à mesurer des dimensions sociales liées notamment aux relations interpersonnelles et au travail, ainsi que des variables plus subjectives comme la qualité de vie ressentie. Et on a pu constater que ces différents domaines n'étaient que faiblement corrélés entre eux. Ainsi, une personne pouvait souffrir d'hallucinations de manière permanente, tout en occupant une activité professionnelle et en tirer une satisfaction personnelle. Un autre pouvait ne pas fonctionner dans la société, mais être parfaitement capable d'assumer une très grande responsabilité au sein du foyer, etc. Donc, c'est que on constate, en d'autres termes, c'est que la schizophrénie n'envahit pas nécessairement toute la vie de la personne. D'où commence à se nourrir l'idée qu'on peut, des principes, séparer la personne et la schizophrénie. Et c'est la raison pour laquelle ces études sont présentées comme fournissant un appui empirique à la seconde source du paradigme, soit les mouvements des patients ou des survivants, ou ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt des usagers ou des consommateurs. C'est que Davidson et ses collègues retiennent de ces mouvements et de ces survivants, c'est en effet leur revendication des droits d'une autonomie dans la société, quelle que soit leur condition psychiatrique. Ainsi, c'est cette revendication à l'autonomie qui sera ultimement en jeu, par exemple, lorsque ces individus ont dénoncé les abus subis en psychiatrie, qu'il s'agisse des pratiques comme la contention, qui les ont très littéralement privés de la capacité de se mouvoir eux-mêmes, ou des attitudes défaitistes de la part des psychiatres, qu'on peut leur dire, par exemple, qu'ils ne pourront jamais travailler ou avoir des enfants parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes à cause de leur maladie. Dans le même sens, si certains de ces mouvements se sont inspirés de l'antipsychiatrie pour refuser radicalement la notion des maladies mentales, le paradigme de rétablissement rétraduit cette critique dans les termes du refus du rôle du patient psychiatrique et des présupposés stigmatisants que ces rôles impliquent et qui entretiennent souvent la personne dans une forme de passivité. Or, de cette réappropriation des revendications des patients, il en découle une certaine révision de la nature de la souffrance associée avec la schizophrénie, y compris celle qui touche les soins les plus intimes des malades. C'est que si ces personnes avec schizophrénie peuvent effectivement se sentir comme des sujets diminués, ce n'est pas seulement à cause de leur maladie, mais c'est également, et peut-être dans une plus large mesure, en raison de tous ces facteurs extérieurs, les conséquences de la schizophrénie en termes de discrimination, stigmatisation, etc. Plus précisément, selon Davidson, si la schizophrénie implique des symptômes qui peuvent faire croire au sujet qu'il n'est que le jouet des forces extérieures, qui contrôlent ses actions et ses pensées, par exemple, il s'agit d'une impression erronée qui ne peut que s'aggraver si les autres ne les traitent pas d'emblée comme un sujet agent à part entière. D'accord? Donc, il y a un double
positionnement par rapport au modèle médical, avec un double élargissement, d'une part, des critères pour mesurer l'évolution, d'autre part, de la nature de la souffrance, ce qui permet bien de comprendre comment on peut se dégager, du coup, une place pour la pensée qu'on peut être une personne avec schizophrénie dans ce cadre-là. Cela étant, il ne s'agit pas du tout de nier le fait que les personnes ont des problèmes à cause de leur condition psychiatrique. Pour cela, il faut les aider, les fournir les outils pour qu'ils puissent confronter ou contourner les obstacles particuliers auxquels ils sont confrontés. Et donc, pour cela, il y a les pratiques de rétablissement typiques qui sont s'inscrits dans les courants, généralement dans les courants de la réhabilitation psychiatrique. Il s'agit de contrôler ces symptômes, développer des stratégies de contrôle des symptômes, de développer des capacités nouvelles, indépendamment de la maladie, afin de pouvoir avancer sur un voie qu'on désire, qu'on se fixe dans les limites du possible. Il est également, pour cela, évidemment, crucial que l'entourage change, la société change, parce que le but ultime, c'est pas d'obtenir de nouvelles capacités et savoir gérer ses symptômes, c'est de devoir mettre en place ces capacités pour se réaliser en société. Et si la société n'aménage pas la place pour cela, tout cela, ça aurait été pour rien. Mais il ne reste pas moins que tous ces changements extérieurs, sociétaux, n'aura l'effet escompté que si l'individu concerné est capable de se voir lui-même pour ce qu'il est, à savoir une personne donc, qui a certes la schizophrénie, mais qui n'est ni détruite par, ni réduite à celle-ci. Bien que cette compréhension de soi puisse donc être compromise aussi bien par la maladie que par les facteurs extérieurs. Et donc, c'est pour cette raison que Davidson et ses collègues vont introduire un principe supérieur de rétablissement, et c'est ce qu'ils appellent la construction d'un sens de soi. C'est ça qu'ils appellent l'aspect le plus englobant et peut-être le plus essentiel du rétablissement. Qu'est-ce que ça implique, ce sens de soi? Les patients atteints de schizophrénie doivent se reconstruire un sens de soi solide en se redéfinissant de sorte que la maladie mentale soit reconceptualisée comme un aspect seulement d'une identité multidimensionnelle. Et c'est donc de ce point de vue-là que la narration va jouer un rôle important. Donc cette idée, elle vient surtout des études que Davidson a lui-même menées, des études qualitatives qu'il a menées auprès des patients qui se considèrent en rétablissement de la schizophrénie. Et en interrogeant ces personnes sur ce qu'ils tiennent pour essentiel de leur parcours de rétablissement, on retrouve, pour commencer, les facteurs que je viens d'évoquer. Donc, il s'agit de savoir contrôler ses symptômes, d'avoir les capacités pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi avoir un entourage soutenant, etc. Tout ça, ce sont autant de facteurs que ces personnes tiennent pour essentiel de leur rétablissement personnel. Mais ce n'est pas tout selon Davidson. Il faut donc également que tous ces facteurs soient intégrés dans un sens de soi solide, ce qui permettra donc d'articuler toutes ces dimensions dans un tout cohérent. La construction d'un sens de soi se présente donc comme le point pivot ou le point d'Archimède, dit Davidson, du rétablissement personnel. En effet, selon ces raisonnements, c'est qu'en restaurant son sens de soi, que la personne malade ou atteinte d'une maladie forgerait sa principale arme pour résister aux effets aliénants tant de la schizophrénie qu'à l'impact psychologique de la stigmatisation et la discrimination dont elle fait l'objet. Plus précisément, si le sujet en question est amené à s'envisager sous différents angles, et ça a conduit
à diversifier la conception qu'il a de lui-même. Par exemple, si la personne parvient à se voir comme un agent engagé, par exemple, à contrôler ses symptômes et, moyennant les capacités qu'il a développées, à occuper certains rôles sociaux qui n'ont rien à voir avec la schizophrénie, il apparaîtra davantage à lui-même comme un acteur, donc le protagoniste principal de sa propre vie. Contrairement à ce qu'il peut lui laisser penser, donc ses symptômes et aussi les attitudes négatives que les entourages peut avoir. Donc, en réfléchissant sur ces différentes dimensions de lui-même, ses capacités de contrôler les symptômes, ses capacités, les rôles qu'il peut occuper par ailleurs, l'individu parviendra à reconceptualiser la maladie comme un simple trait de personnalité parmi d'autres. Et donc, c'est un processus qu'on peut effectivement voir dans les récits des rétablissements où toutes sortes d'attributs personnels sont mis sur le même plan. Les personnes vont se présenter, par exemple, comme ayant 25 ans, un chien, un diplôme universitaire, une schizophrénie et une petite sœur. Tout ça, c'est mis un peu sur un pied d'égalité. Comme l'explique, par exemple, Joanna Fox, qui s'identifie, elle, comme femme blanche, cisgenre, grosse et folle avec schizophrénie. Il est nécessaire pour les rétablis ou les personnes en rétablissement d'effectuer ce travail identitaire afin de pisser les rôles stigmatisés, comme le fait d'être folle avec schizophrénie et grosse, contre des rôles plus valorisés, afin qu'il y ait une compréhension plus complète de soi qui s'est construite, et surtout une image plus juste, parce que la personne parviendra à savoir qu'elle n'est pas réduite à sa maladie. Et donc, c'est en ce sens qu'on peut parler d'une conception narrativiste du soi. Si on entend par là toute procédure qui vise à se décrire ou à se dépeindre soi-même. D'accord? Et c'est cette description est synchronique ou diachronique. Chez Davidson, par exemple, vous voyez que cette reconstruction d'un sens de soi, ça a l'air d'être quelque chose d'assez statique, comme une espèce d'orthoportrait moral qu'on se dresse de soi-même à un moment donné. Il existe d'autres adeptes de rétablissement qui insistent plus sur la dimension temporelle de la narration. Et, je pense notamment à l'équipe du psychologue américain Paul Lysaker. J'ai mis d'ailleurs les principales références dans le fin des slides, s'il y a des personnes qui veulent les trouver, parce que je ne vais pas les dire à chaque fois à l'oral, parce que ça prendra la moitié de l'intervention. Et voilà. Et donc, chez Lysaker, qui a développé un dispositif psychothérapeutique centré, spécialement adressé à des personnes atteintes de schizophrénie, on retrouve cette idée de narration de soi, mais qui est conceptualisée dans le terme de la métacognition, ce qui revient à peu près au même dans ces contextes. Parce que l'idée, pour ce psychologue, elle est très proche de celle de Davidson, c'est que, donc, en complément, par exemple, à l'acquisition de nouvelles compétences, il faut offrir aux personnes en rétablissement les outils leur permettant de réviser, clarifier et reconstruire l'histoire qui contextualise l'acquisition de ces compétences. Donc, il faut décrire les tentatives d'agir et de mettre en place ces capacités pour atteindre les objets qu'on vise. C'est qui permettra de voir comment on peut occuper différents rôles sociaux avec plus ou moins de succès, mais généralement pas en échouant complètement. C'est faisant, en se racontant à soi-même, la personne pourra obtenir différentes représentations de soi qui entrent dans une forme de synthèse qui ensuite tissent ensemble toutes ces identifications et qui construisent donc le sens de soi en général. Et donc l'idée, c'est toujours que par ces procédés, la personne obtiendra un sens de soi renforcé qui sera à même donc de compenser
la souffrance de la schizophrénie et de ses effets en termes de stigmatisation. Or, c'est de ce point de vue-là qu'une tension entre le soi narratif et le soi expérientiel apparaît. Et c'est donc ce que je vais essayer de montrer maintenant. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est possible de le relancer? Merci. Désolée. Je peux continuer sans le diapo, sinon. C'est juste... Là, voilà, ok, parfait. Merci beaucoup. Désolée pour ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a une tension entre le soi narratif et le soi expérientiel qui apparaît? C'est que les symptômes qui peuvent persister dans le contexte de rétablissement et les symptômes, enfin les traits de la schizophrénie qui sont susceptibles d'être compris dans les termes de perturbation de la subjectivité de la personne, ne se présentent pas comme quelque chose qui touche à l'identité narrative. Il ne s'agit pas, le problème, c'est pas, par exemple, d'avoir accès à certaines représentations de soi-même en tant que frère ou sœur ou ami, etc., ou femme ou grosse cisgenre. Et les problèmes, ce qui attire plutôt de l'attention de ces points de vue, c'est le fait que la personne se trouve dépossédée de ses propres états mentaux, et donc non pas de ses attributs personnels, qui sont généralement compris alors comme des expériences vécues. Donc, il s'agit notamment de ce que Kurt Schneider a appelé les troubles de moi, termes sous lesquels il rangeait les délires de contrôle, donc le fait d'être sentir que ses mouvements, pensées et sensations sont contrôlés et imposés par une force extérieure, et d'autres symptômes, d'autres phénomènes d'influence de la pensée, comme le fait que la pensée soit diffusée au dehors partout, ou le fait que la pensée soit retirée de l'esprit de la personne, comme décrivait Hélène Cécile Lemorc dans le récit dont je suis partie. Et pourquoi est-ce qu'on estime que ce sont des perturbations de la subjectivité? C'est une de ces troubles de moi qui permet de le montrer en particulier, et c'est l'insertion de pensée qui a justement suscité beaucoup d'intérêt en psychopathologie et également en philosophie de la subjectivité pour les questions qu'il pose en termes de la subjectivité du malade. Dans l'insertion des pensées, en effet, pour les dire très bref, il s'agit de la situation où une personne rapporte avoir des pensées dans sa propre tête, dans son propre esprit, dans sa conscience, mais qui ne sont pas les siennes, mais qui sont celles de quelqu'un d'autre et qui les aura injectées là afin de les contrôler. Et cette situation semble donc remettre en cause l'intimité du lien entre le sujet et ses propres pensées. Cette intimité avait précisément été, du lien entre le sujet et ses pensées, a été introduit avec René Descartes comme c'est qui définit la subjectivité. Donc la subjectivité, dans l'histoire de la philosophie, s'introduit en ce sens-là. Et donc, si ce lien est brisé dans la schizophrénie, on comprend donc
qu'on peut avoir tendance à l'identifier à une forme de trouble de soi. En plus, selon certaines analyses, je précise, dans les récits de rétablissement, l'insertion des pensées, ce n'est pas très fréquent. Mais en revanche, comme on a vu dans le récit dont je suis partie, les hallucinations, c'est très fréquent. Et les hallucinations de type verbal tendent aussi d'être comprises selon ces mêmes analyses, pour autant qu'on considère que les voix ne sont pas, à proprement parler, des perceptions erronées, mais plutôt des bribes de discours intérieurs que la personne ne reconnaît pas comme étant les siens. Et donc, du coup, c'est celle-là qui définit la subjectivité, et c'est ce genre de symptômes qui peuvent persister dans la schizophrénie. Alors, on comprend on comprend que le sens de soi, développer un sens de soi au sens narratif, ne peut pas vraiment constituer un remède à ce genre de problème. Et donc, il y a l'intention dans le fait d'être une personne avec schizophrénie de ce point de vue-là. Mais, en fait, les problèmes est bien philosophique, parce que si d'une part, j'essaie d'accélérer un peu de mon propos, donc j'ai de réfléchir, je vais perdre de temps. Non, je réponds. Donc, c'est ça. On voit bien en quoi réside la tension. Pour quelqu'un comme Davidson, en revanche, il pourra répondre, et il répond, que, en fait, le but du rétablissement n'est pas de remédier à la schizophrénie, mais c'est d'en proposer une arme pour lutter contre la maladie. En ce sens, si ces troubles de soi ont également pu être qualifiés comme des phénomènes de passivité, donc le fait que la personne, si par exemple elle sent que ses pensées sont insérées par un autre agent, c'est qu'elle a perdu son sens d'agentivité sur sa pensée. C'est que Davidson reconnaît que ça peut se produire, mais il s'agit d'un ressenti localisé qui peut être compensé par le fait que la personne se voit comme un agent par ailleurs dans son contexte de vie en développant un sentiment de soi, d'agentivité de soi plus général. Donc, en ce sens, il pourra dire qu'il n'a pas vraiment de tension. Cependant, si on considère que ce qui se passe dans le rapport au sujet à ses propres pensées et ce qui définit sur le plan philosophique de la subjectivité, cet argument ne suffira pas pour soutenir qu'on peut être une personne avec schizophrénie. Parce qu'on sait toujours une personne diminuée ou perturbée. L'idée étant qu'on est une personne entière avec une schizophrénie qui se séparer. Mais si la subjectivité se situe dans ce qui se passe avec les symptômes de la schizophrénie, on ne peut pas être une personne avec schizophrénie. Et c'est ce qui soutient notamment une des approches qui est très discutée aujourd'hui de la schizophrénie, qui est le modèle de l'ipséité perturbée, qui a été élaboré par Joseph Parnasse et Louis Sass. Donc, selon ces modèles, l'ensemble des symptômes de la schizophrénie pourra en effet être ramené à cette perte d'intimité entre le sujet et sa pensée. Je n'aurai pas le temps de le montrer en détail, mais c'est ça l'hypothèse directrice de ces modèles. En outre, ces auteurs soutiennent que ce qu'il appelle le soi expérientiel est ce qui est de plus fondamental du point de vue de la définition de la subjectivité. Donc, on comprend que si on adopte cette perspective, qu'il est difficile d'affirmer qu'on peut être une personne avec schizophrénie, d'accord? Et c'est effectivement la raison pour laquelle ces auteurs se sont montrés sceptiques à cette idée qu'on peut être une personne avec schizophrénie. Et c'est ce qu'il écrit Sass, par exemple. Il écrit dans ces circonstances, donc celle de la schizophrénie, il ne peut pas être question d'un soi qui s'oppose au changement symptomatique, c'est que postule précisément le paradigme du rétablissement. Dans ce cas, l'altération et la dissolution du soi est la maladie elle-même.
Donc, vous voyez bien en quoi réside cette tension entre le soi narratif et le soi expérientiel pour décider si on peut être une personne avec schizophrénie ou non, ce qui aura évidemment des conséquences pratiques importantes. Et ce qui est une question qui peut être en partie, c'est qu'on a suggéré dans la littérature actuelle, étudier empiriquement en examinant de plus près quelles sont les dimensions qui sont vraiment touchées dans les symptômes, dans les phases de rétablissement, etc. Et il me semble néanmoins, pour conclure très rapidement, que on ne résoudra pas ces problèmes. Je vais le faire sans. Vous pouvez voir le diapo après, je suis désolée. Voilà, il est là. Et il me semble qu'on ne pourra pas résoudre complètement ces problèmes ou clarifier complètement ces problèmes tant qu'on reste dans ces couples conceptuels, soit expérientiels, soit narratifs, qui tendent vraiment à dominer tous les débats actuels au sein de la sur cette question-là. Et c'est précisément parce qu'aucune de ces dimensions ne permet de comprendre qu'est-ce qu'est l'agentivité d'une personne, en quoi cette agentivité compte pour qu'on identifie quelqu'un comme une personne. Et pour faire ces points, je vais faire très rapidement donc un détour rapide par la philosophie, en m'appuyant en particulier sur la philosophie grammaticale développée par Wittgenstein et sur les approches de la subjectivité qui ont été proposées, enfin qui s'inspirent de Wittgenstein, qui a été élaboré par Richard Moran et Vincent Descombes, qui insiste particulièrement sur cette notion de sujet-agent. Donc, pour le VAR, je vais circonscrire très rapidement les domaines de la subjectivité. Dans l'approche grammaticale, la manière dont on fait cela, ça passe par un examen des marqueurs linguistiques de la subjectivité et des règles qui gouvernent leur usage. Donc, on ne va pas s'intéresser directement aux expériences introspectives ou les rapports que quelqu'un peut en faire, mais aux marqueurs linguistiques de la subjectivité et aux règles d'usage qui les gouvernent. Et de ce point de vue, la marqueur linguistique par excellence, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'autorité en première personne. Je précise ces termes. Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes un peu techniques? Ça désigne le fait que pour les concepts psychologiques, pour certains concepts psychologiques, la première personne, lorsque moi j'exprime mes états psychologiques, je dispose d'une autorité particulière par rapport à ce que peut dire un autre. Si je dis que j'ai mal, il n'a pas de sens à me demander comment je le sais, ou est-ce que je suis vraiment sûre, etc. Alors que si je dis que quelqu'un d'autre a mal, on peut très bien me demander des justifications, demander comment je le sais, etc. Donc, pour tout un ensemble de concepts, il y a cette asymétrie entre la première et la troisième personne. Et ces concepts sont précisément ceux que Descartes avait regroupés sous le terme générique des pensées cogitationes. Vous savez que pour Descartes, ou vous ne le savez peut-être pas, la pensée, il donne une définition très générale de la pensée qui inclut ce qu'on entend généralement par la pensée, les jugements, mais également les sensations, les intentions, les imaginations, etc. Et cela permet de donner, je pense, une première circonscription très en ébauche du domaine de la subjectivité. Si on accorde ces points, on peut commencer de voir pourquoi les couples soit narratifs, soit expérientiels et insuffisantes. En effet, insuffisantes pour définir qu'est-ce que c'est une personne, je vais dire. En ce qui concerne mes attributs personnels, qui peuvent entrer dans une narration, je ne dispose aucune autorité
en première personne pour dire quels ils sont. En considérant mes propres attributs personnels, je suis chercheuse, femme, etc., je n'ai aucune position particulière du simple fait d'être la personne dont il s'agit. Je peux peut-être mieux savoir dans certaines circonstances parce que j'ai une meilleure expérience de moi-même, mais les autres peuvent aussi bien le savoir, connaître mieux que moi. Parfois, ça peut être le cas. Par exemple, nos amis peuvent mieux connaître, il s'agit, par exemple, quelles sont nos dispositions, etc. Et du coup, si c'est ça qui permet à la personne d'être un agent, il a un problème parce qu'on n'a pas encore dit qu'est-ce que c'est ici un agent, vraiment. Il est certes possible que c'est considéré de cette manière que ça peut être utile, nécessaire, peut-être dans le cas de la schizophrénie, ça peut être un outil thérapeutique utilisable, mais c'est pas ça qui va amener la personne à occuper une position véritablement en première personne. Parce qu'il s'agit de se considérer soi-même exactement comme n'importe quelqu'un d'autre pourrait faire. D'autre part, en ce qui concerne la question de l'expérience vécue, on ne peut pas assimiler la subjectivité à un rapport à l'expérience vécue. Parce que, et c'est là qu'une erreur qu'avait déjà commis Descartes et que Wittgenstein pointe, une erreur de Descartes qui est reproduite souvent dans ces débats philosophiques en psychopathologie, et c'est que cet ensemble de concepts psychologiques qui sont gouvernés par l'autorité, enfin par l'asymétrie entre la première et la troisième personne, qui permet de se construire le domaine de la subjectivité, ne se réduisent pas à des concepts d'expérience vécue. Dans le débat sur l'insertion de pensée, par exemple, on tend à présenter l'insertion de pensée ou la pensée elle-même comme une expérience consciente. Mais cette classe des concepts psychologiques, elle comporte aussi d'autres types, d'autres catégories d'états mentaux, comme notamment la pensée au sens fort, les jugements, avoir une croyance à un certain sujet, mais aussi des intentions. Et c'est plutôt de ces points de vue-là qu'il faut commencer si on veut introduire une réflexion sur l'agent dans les réflexions sur la subjectivité et dans ces débats. Parce que vous voyez, il n'y a pas de réflexion sur l'agent, ni dans le paradigme de rétablissement, ni dans le paradigme de rétablissement. L'agentivité est toujours supposée, mais les auteurs eux-mêmes, ils présupposent un concept d'autonomie qu'ils n'explicitent pas. Et donc, pour expliciter qu'est-ce que ça peut être qu'est-ce que ça peut signifier être capable d'agir par soi-même, de son propre compte, de parler de son propre voix, c'est donc par la catégorie des intentions et des croyances, donc c'est ce que Wittgenstein appelle des attitudes, qu'il faut commencer. Dans ce genre de cas, dans ce genre d'état, pour ce genre d'état, la personne exerce en effet une forme d'agentivité qui est intimement liée à sa subjectivité, dans la mesure où, pour me déterminer d'agir, mon intention n'existe pas encore. Donc, c'est moi qui la constitue, et je la constitue en considérant mes raisons qui justifieraient d'agir d'une certaine manière à mes yeux, les unes contre les autres, où je peux restituer rétrospectivement quelles ont été mes raisons, quelles sont les raisons que moi je soutiens, qui me permettent donc de constituer mes propres états mentaux et de les considérer comme étant les miens en un sens plus fort, c'est-à-dire que je les considère, parce que je peux en répondre en donnant les raisons qui les justifient à mes yeux. Alors, je vais juste dire un mot pour boucler sur la question d'être une personne avec schizophrénie. Qu'est-ce que ça nous dit sur cela? En première approche, si on se penche par exemple sur le récit des rétablissements, on observe assez fréquemment que la personne peut continuer à avoir certaines intentions ou croyances, ce qui est présenté comme des croyances ou des intentions qu'il ne peut pas reconnaître comme les siens en ce sens. Et
qu'ils vont peut-être pas attribuer à des forces mystérieuses extérieures, mais ils vont l'attribuer à la schizophrénie. Ma schizophrénie me fait penser ça, il me fait faire ça, et voilà. Donc, en ce sens, il semble que l'agentivité reste effectivement, l'agentivité effective et pas seulement ressentie, reste vraiment compromise. En revanche, ce que je pense qui est vraiment intéressant dans les paradigmes des rétablissements et l'argument qu'avance Davidson, c'est l'idée qu'il peut avoir une forme d'agentivité et autonomie plus globale qui ne touche pas juste à ces rapports exclusifs à une certaine pensée en particulier, à un certain état mental, mais que tout en n'arrivant pas à assumer la responsabilité d'un certain état, on peut arriver à assumer une responsabilité plus générale. Et c'est ça qui est intéressant dans ces paradigmes de mon point de vue, enfin d'un point de vue philosophique en tout cas, parce que ça permet aussi de questionner les conceptions philosophiques de la subjectivité qui sont précisément pensées à partir de ces prismes plus restreints. Cela étant, il ne s'agit pas de dire que c'est ça qui se passe toujours avec les rétablis, mais c'est en tout cas ce genre de concepts dont on aura besoin, à mon sens, pour penser comment on peut être une personne avec schizophrénie. Voilà, je vous remercie pour votre temps et je suis désolée d'avoir dépassé un peu.